dans un premier temps, on va parler un petit peu donc, de l'industrie 4.0, supply chain 4.0, la gestion des stocks, contrôle de qualité, automatisation des process. Et après, donc, on va passer donc, aux technologies d'information via l'intelligence artificielle, l'automatisé, connecté, le prédictif et le sécurisé. Et par la suite, je vous présenterai un petit travail de recherche sur les systèmes d'aide à la décision, l'exploitation, via l'intelligence artificielle, en appliquant bien sûr une théorie parmi les théories de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas adéquat comme ça au hasard, c'est grâce aux efforts des uns et des autres qu'on les remercie d'avance pour ça. Et après, donc, on va parler un petit peu donc, du rôle de la digitalisation, les défis, etc. Alors, je remercie aussi M. Bouhami, parce que la conférence introductive qu'il a faite hier, il a parlé de tous les concepts, les formalismes dont on a besoin dans toutes les conférences. Et donc, il nous a facilité la tâche, parce que maintenant, les concepts de machine learning, deep learning, les théories de l'intelligence artificielle, l'IoT, donc tout le monde sait ce que c'est. Donc, on peut les utiliser dans nos présentations. L'industrie 4.0. n'est pas arrivé comme ça au hasard, c'est toute une évolution des révolutions. Donc, tout au long de l'histoire, l'industrie a connu donc plusieurs évolutions. La première, c'était au XVIIIe, à l'époque de la Renaissance européenne. Et à cette époque, donc ça a été caractérisé par la création de la machine à vapeur. Ensuite, au XIXe, les industriels s'intéressaient donc de près à l'OST, l'Organisation scientifique du travail. Donc, type Taylorisme, Fordisme, les théories comme la théorie de MacGregor, X et Y, qui permettent d'organiser un petit peu le travail dans l'entreprise. Et au XXe siècle, on a commencé à introduire donc, des méthodes de gestion japonaises, européennes, chinoises, américaines, telles que donc, le SMED, Single Minute Exchange of Day, qu'on utilise pour la flexibilisation des machines, les 5 S pour l'organisation et pour jouer sur le comportement de l'acteur ou l'opérateur, parce que c'est un acteur essentiel dans l'organisation. Les 5 M, la méthode Kanban, qu'on utilise dans le just in time ou le juste à temps. Produire ce qu'il faut au moment où il le faut, la quantité qu'il faut. Et aussi approvisionner ce qu'il faut au moment où il faut, la quantité qu'il faut. Mais actuellement, toutes ces méthodes sont exploitées, continuent à être exploitées, mais dans un autre cadre. En utilisant toutes les technologies dont il a parlé, dont ils ont parlé aussi tous les professeurs, le deep learning, machine learning, l'IoT, data mining, et aussi donc toutes les théories de l'intelligence artificielle, à savoir l'algorithme génétique, réseau de neurones, les systèmes experts, et aussi une nouvelle théorie qui commence à prendre de l'ampleur en ce moment, la théorie de la logique floue. Alors, quelles sont les principales applications de cette industrie 4.0 ? Bon, tout d'abord, éliminer le papier. Avant, on parlait de zéro défaut, zéro stock, zéro accident, zéro délai. C'était les 5 zéros olympiques. Et maintenant, il y a un 6e zéro qui vient de s'ajouter, c'est le zéro papier. Tous les traitements se font online. Et donc ça,
suppose de numériser donc les documents tels que les données techniques de l'entreprise, les données commerciales, les nomenclatures des produits, et aussi donc surveiller et contrôler en temps réel les machines et les équipements. Donc surveiller et contrôler tout cela, c'est facile. Il s'agit donc d'installer des capteurs sans fil sur les machines. Introduisez donc des procédés intelligents, c'est-à-dire utiliser des machines capables d'analyser leurs propres données pour prévoir à quel moment doit subir des entretiens. C'est-à-dire les machines elles-mêmes, avec le traitement de l'information, qui est connecté bien sûr, elles peuvent prédire et savoir quelle est la capacité de sa production, la vitesse de production, et il peut aller même très loin, c'est-à-dire prédire les lois de comportement, pour savoir à quel moment va tomber en panne. Et à quel moment on doit réaliser donc de la maintenance sur la machine. Donc optimiser les procédés, c'est aussi donc explorer les données d'aide de logiciels d'analyse avancés afin de repérer les meilleurs scénarios de production et d'entretien et expérimenter aussi l'impression 3D. Il y a un collègue, on en a parlé hier. Donc utiliser des imprimantes 3D pour produire rapidement des prototypes. Ça permet donc de valider le travail. Alors avant les 3 phases de l'élaboration d'un produit, c'était tout d'abord la conception, ensuite l'ingénierie et après la réalisation. Alors pour des produits qui sont assez costauds, par exemple un avion, ça peut prendre facilement 3 ans de conception, et autant au niveau de l'ingénierie, mais quand on arrive à la réalisation, on trouve que le produit qu'on a conçu, qu'on a industrialisé, n'est pas réalisable. Quelle que soit la cause, ça peut être une cause technique, ça peut être une cause environnementale, des fois même politique. On a perdu combien de temps? 6 ans. Et donc, cette industrie 4.0, il barre tout ça. Et il opte pour ce qu'on appelle l'ingénierie simultanée. C'est-à-dire mener les 3 phases de conception, d'ingénierie et de réalisation presque en même temps. Et travailler par des équipes pluridisciplinaires. Et s'il y a des problèmes, on n'attend pas le moment de la réalisation pour en parler. Pendant la conception, on peut parler de ça. Au niveau de l'esthétique, au niveau de la forme, au niveau des matériaux, etc. La supply chain, qu'est-ce que c'est? Ou optimiser la supply chain, qu'est-ce qu'il faut optimiser? Il y a 3 flux à optimiser dans la supply chain. Le premier, c'est le flux physique. C'est tout ce qui se passe physiquement au niveau de la chaîne logistique. Et là, c'est simple. Il faut installer des capteurs sur les machines qui permettent de relever les indicateurs de disponibilité, de performance et de qualité, et prendre des décisions pour améliorer ces indicateurs et donc optimiser ce flux. On applique aussi d'autres méthodes comme l'OPT, Optimization Production Technology, c'est la technologie de l'optimisation de la production, qui permet de détecter les post-goulot, ou bien le post-goulot, parce qu'il y en a un seul, le post-goulot. Qu'est-ce que c'est que le post-goulot? C'est le poste qui prend le plus de temps dans une chaîne logistique. Eh bien, c'est ce poste-là qui détermine la vitesse de production, qui détermine la capacité de production et qui détermine le débit de la production. Et qu'il faut donc l'optimiser à travers les règles
qui sont cités dans cette méthode-là, comme l'équilibrage de chaînes. Et d'ailleurs, si on voit les chaînes de production, Renault, Peugeot et même Somaca, on a l'expérience de travailler avec eux. Au départ, le cycle de production, alors j'explique rapidement ce que c'est que ce cycle de production, ce n'est pas le temps de production. Le cycle de production, c'est la distance temporelle entre deux produits consécutifs. C'est-à-dire, s'il y a une voiture qui sort de la chaîne, on doit attendre combien de temps pour qu'une autre voiture sorte? La distance temporelle. Au départ, c'était 14 minutes. En 2005, au moment du lancement de la Logan. Il y a deux étudiants, des élèves ingénieurs, qui ont passé leur stage là-bas. J'ai participé à leur encadrement. Et qui ont réussi à passer de 14 minutes à 7 minutes. C'est-à-dire, ils ont fait gagner à Somaca 7 minutes par cycle. Et maintenant, elle est à 3. C'est la norme internationale, ou bien la vitesse internationale, au niveau de Renault, au niveau Somaca et toutes les firmes automobiles. 3 minutes. Toutes les 3 minutes, il y a une voiture qui sort de la chaîne. Et là, on utilise d'autres méthodologies, comme la CTM. Ce n'est pas la 7e, hein. C'est Cycle Time Management, le management de temps de cycle. Il s'agit donc de se mettre dans la peau de la pièce et suivre les différentes étapes et de répertorier l'ensemble des opérations à valeur ajoutée et les opérations qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et essayer de réduire ces opérations qui n'ont pas de valeur ajoutée. Il y a un Chinois qui s'appelle M. Xingu Xingu. Je parle pas chinois, hein, qui a fait la visite de toutes les firmes du monde. Il passe une semaine ici, 15 jours par là, etc. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Il fait des statistiques sur le temps que passe le produit depuis qu'il rentre dans l'entreprise sous forme de matière première jusqu'à ce qu'il sorte sous forme de produit fini. Et il a trouvé qu'une partie de ce temps passe dans le transport, une partie de ce temps passe dans le stockage, une partie de ce temps passe dans les réglages, une partie de ce temps passe dans les préparations, la maintenance, etc. Et il a trouvé que 95%, c'est une moyenne de 95% de temps que passe le produit depuis qu'il rentre dans l'entreprise sous forme de matière première jusqu'à ce qu'il sorte sous forme de produit fini, et le passe dans ces opérations-là qui n'ont pas de valeur ajoutée. Ce sont des opérations qui sont nécessaires, la maintenance, les réglages, la préparation, le stockage, mais ils ne font qu'augmenter le coût. Et il a trouvé que 5% de ce temps-là qui passe dans la valeur ajoutée. Et il a appelé donc cette roue-là, il a appelé la roue du gaspillage. Ce qui est primordial dans son livre, il a sorti un opérateur qui parle de la tension de flux, qui est égale au sigma des opérations à valeur ajoutée, divisé par sigma des opérations à valeur ajoutée, plus sigma des opérations qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et il a dit donc, l'idéal, il faut que c'est-à-dire ce ratio-là tende vers 1. Et donc, pour que ce ratio tende vers 1, il faut tendre les opérations qui n'ont pas de valeur ajoutée vers 0. Bravo, allez, comme tu le fais. Et après, il faut optimiser le flux informationnel, le traitement de l'information. C'est ça qui est le plus important. C'est comment utiliser les données techniques, les données commerciales, les états du stock et des algorithmes pour déterminer le PIC, le plan industriel comptable, déterminer le PDP, le plan directeur de production, et avec une régulation, jusqu'à ce qu'on converge vers l'idéal.
Et après, donc, le flux financier. Et c'est celui-là qui nous intéresse le plus. Normalement, on parle du triangle d'or, coût, qualité, délai. Mais ce sommet-là, le coût, c'est celui-là qui nous intéresse le plus. C'est-à-dire, à toutes les étapes, il faut optimiser le coût. Bon, je vais parler simplement d'un exemple que les maintenanciers utilisent assez souvent. LCC, Life Cycle Cost. C'est-à-dire quand on est confronté à un achat d'équipement et qu'on a deux équipements par exemple, on voudrait choisir l'un des deux. Alors quel type de coût, sur quel type de coût on doit se baser pour dégager une décision? Donc tout d'abord, il faut savoir quels sont les types de coûts qui existent. Il y a un coût qui existe à l'achat, c'est-à-dire ce qu'on appelle le coût d'acquisition. Dans ce coût, il y a plusieurs parties. Il y a le prix, il y a l'accompagnement, l'installation, la formation, etc. Et après, il vient le coût d'exploitation de l'équipement et à la fin, le coût de la maintenance. Le problème ici, c'est quoi? C'est qu'il se peut qu'un équipement soit moins cher que l'autre au niveau de l'achat, mais quand on passe à l'exploitation, celui qui était moins cher, il devient plus cher, et celui qui était plus cher, il devient moins cher. Et la même chose au niveau de la maintenance. Celui qui était moins cher à l'achat, il devient plus cher à la maintenance, et celui qui était plus cher à l'achat, il devient encore moins cher au niveau de la maintenance. Et par là, on comprend que l'équipement le moins cher à l'achat n'est pas forcément le moins cher. Et qu'il faut regarder donc le coût pendant toute la durée de vie de l'équipement. C'est-à-dire à l'achat, l'exploitation et à la maintenance. Alors le flux physique, il peut être associé à la logistique, c'est-à-dire le mouvement, le stockage, marchandises, etc. Les différentes étapes, depuis l'achat jusqu'à l'approvisionnement, la production, la distribution, etc. Le flux informationnel, c'est le cerveau qui fera fonctionner le flux physique, et c'est comme une gigantesque base de données qui pourrait être résumée par les questions suivantes. Le quoi, le où, le comment, le combien et le quand. Au niveau de l'approvisionnement, qu'est-ce qu'il faut approvisionner? À quel moment, à quelle quantité? Au niveau de la production, qu'est-ce qu'il faut produire? À quel moment, à quelle quantité? Et au niveau de la distribution, qu'est-ce qu'il faut produire? À quel moment et à quelle quantité? Et là, on utilise donc les nouvelles méthodes, l'MRP, le DRP, l'ERP. L'MRP 0, ça permet de calculer donc le flux physique. Qu'est-ce qu'il faut produire, à quel moment, à quelle quantité. Je parle toujours des trois maillons de la chaîne de la logistique. Le fournisseur, l'entreprise et le client. Et il permet donc, il y a l'MRP aussi 1, qui permet pas simplement de calculer le besoin de l'entreprise, mais aussi la régulation, la faisabilité. Et l'MRP 2, qui permet donc d'intégrer l'aspect financier. À quel prix ça va nous coûter? Le flux financier, il peut être également considéré comme une information similaire à tous les mouvements d'argent, en amont et en aval, des trois maillons de la chaîne, l'approvisionnement, la production et aussi la distribution. Et c'est pour cela qu'il faut appliquer ces méthodes sur toutes les fonctions de la logistique. Depuis la gestion commerciale, les achats, la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et la gestion industrielle aussi, production, maintenance et qualité.
Alors si je prends l'MRP et j'ajoute le DRP, donc MRP c'est Manufacturing Resource Planning, DRP c'est Distribution Requirements Planning, ça donne donc Enterprise Requirements Planning. C'est les ERP. Alors comment ça marche? Donc il y a un algorithme MRP qui permet donc d'utiliser le besoin brut, la nomenclature, les états de stock et les règles de gestion pour définir le besoin net de l'entreprise. Ce qu'il faut dans les 3 maillons de la chaîne, approvisionner, à quel moment, quelle quantité, etc. C'est-à-dire une philosophie de just in time, le juste à temps. Pas une pièce de plus, pas une pièce de moins. Parce que quand on fabrique ce stock coûte de l'argent. Quand on approvisionne et on stocke, ce stock coûte de l'argent. C'est pour cela que je vais vous parler là du modèle de Wilson, que peut-être vous connaissez. De toute façon, on l'enseigne dans presque toutes les écoles d'ingénieurs. Il y a un scientifique américain qui s'est intéressé de près à ces coûts-là. Et quand il a fait des statistiques, il a trouvé que le coût de stockage, qui concerne le magasinage, l'obsolescence, etc., il est proportionnel avec la quantité qu'on va stocker. Mais le coût de lancement, dont fait partie le coût logistique, c'est l'inverse. Alors, quelle quantité choisir? C'est-à-dire la quantité qui génère le moindre coût pour l'entreprise, en termes de stockage et en termes de lancement. Alors, il était un peu intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la somme. Et là, il a trouvé une seule courbe qui varie d'une manière décroissante. Après, il arrive à un minimum, et après, il varie d'une manière croissante. Et donc là, le travail devient facile. Pour déterminer cette quantité, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, je vous pose la question, il y a peut-être des ingénieurs avec nous. Pour calculer ce minimum-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous êtes costaud au niveau mathématique. Très très bien, tout simplement. Bravo, Eric. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a pris la fonction coût, il l'a dérivée, il a dit à quel point cette dérivée égale à 0. Mais il a trouvé la formule. Racine carrée de fois NCL divisé par TP. N, c'est la quantité lancée à l'année. CL, c'est le coût de lancement. T, c'est le coût de stockage. Donc, il y a le lancement et il y a la possession. Lancement et possession. Et le prix. Et il a trouvé donc la formule fameuse. C'est pas moi, c'est peut-être elle qui a trouvé aussi, parce qu'il a su comment la trouver. Donc, le modèle de Wilson, qui permet de trouver la quantité qui génère le moindre coût possible pour l'entreprise en termes de stockage et de lancement. Le plus important dans cette courbe, c'est qu'elle est inverse par rapport aux résultats de l'entreprise. C'est-à-dire, quand les coûts de stockage et de lancement sont en train de diminuer, le résultat de l'entreprise se met en augmentation. Et quand ces coûts de stockage et de lancement sont à leur minimum possible, le résultat de l'entreprise est à son maximum possible. Et quand ces coûts de stockage et de lancement commencent à augmenter, eh bien le résultat de l'entreprise commence à diminuer. Voilà pourquoi ce scientifique américain, qui s'appelle M. Wilson, Madame Wilson, donc voilà pourquoi il s'est intéressé de près à cette étude de la quantité économique. Alors maintenant, cette quantité économique n'est pas calculée manuellement ni avec les PC. Avec les systèmes connectés maintenant, ça se fait tout seul. À n'importe quel moment, on peut savoir quelle est la quantité qu'il faut lancer, d'une manière automatisée. Parce qu'on a toutes les données avec les machine learning, deep learning, l'IoT,
Big Data et les autres technologies. Supply chain 4.0. Qu'est-ce qui intervient? Avant, quand on parlait de la logistique, c'était simplement les gens qui s'occupaient du transport, de stockage, etc. Maintenant, c'est tout le monde. C'est l'acheteur, c'est l'informaticien, c'est les gens qui s'occupent de la conception, c'est tout le monde. Suite aux dernières statistiques, donc on voit nettement que presque toutes les fonctions, elles sont impliquées dans cette logistique 4.0 et d'une manière très efficace. Alors quand on a un réseau comme ça qui est complètement connecté, avec toutes les technologies dont il a parlé le professeur Bouhami hier matin, à n'importe quel moment, en tapant simplement le code d'un produit, on peut savoir exactement où est-ce qu'il se trouve. Est-ce qu'il est à l'approvisionnement? Est-ce qu'il est à la production? Est-ce qu'il est à la distribution? Je vous donnerai un autre exemple. Vous êtes un client de Renault et vous êtes là au Maroc. Vous allez voir un concessionnaire Renault. Le mec il sort donc son clavier et il va vous proposer des choix. La couleur, la mécanisation, la fermeture centralisée, ouverture centralisée, etc. Et une fois que vous aurez terminé votre choix et que vous êtes engagé à acheter, il appuie sur le bouton de validation. Avec système connecté, l'information est transmise intégralement à toutes les unités qui participent à la logistique. Il viendra le jour où, à la minute qui suit, la carcasse de votre voiture sera déjà insérée dans la chaîne de production. Elle passera la nuit dans la production et vous allez la chercher le lendemain matin. C'est pas beau tout ça? C'est magnifique. Demandez aujourd'hui à 18h et 6h du matin, vous avez déjà votre voiture. Avec tout ça. Là, je vais vous faire voir un petit film avec des dessins animés, mais c'est intéressant. Là, on va essayer de voir toutes les opérations depuis l'approvisionnement jusqu'à la livraison du produit. C'est un petit film de 3 minutes. Double clic, pêcher chez là, double clic, ça. Très bien, parfait. Là.
peu donc, le résultat de l'intégration de toute cette technologie de machine learning, deep learning, data mining, IoT, et aussi toutes les théories de l'intelligence artificielle, à savoir l'algorithme génétique, réseau de neurones, logique flow et système expert. Donc, les enjeux de cette supply chain 4.0, c'est un petit peu donc, les solutions de transport dites intelligentes pour assurer une communication optimale, un partage de données toujours plus nombreux grâce big data, l'IoT, l'automatisation et la robotisation. L'automatisation et la robotisation, c'est pour assurer donc une flexibilité totale des moyens de production et aussi des moyens de manutention, de stockage, surtout l'AGV, Auto-Guided Vehicle, les véhicules autoguidés. La numérisation de documents de transport, donc numérisation et transmission informatique des données aux autorités, aux les acteurs de la chaîne logistique, et aussi la technologie de connaissance visuelle. Ça, c'est très important. C'est l'identification 3D des produits, donc, qui permet donc, de vérifier le bon état des marchandises, surtout quand il s'agit de la qualité, le contrôle qualité. Vous savez, quand on parle de la qualité, il y a 4 notions de la qualité qui arrivent à l'esprit. La première, c'est la qualité souhaitée par le client. Ensuite, la qualité programmée par l'entreprise. Et après, donc, la qualité réalisée. Il n'y a aucune de ces qualités qui ressemble à 100% à l'autre. Mais il y a une intersection, c'est vrai. Quand on passe du client, l'interface de l'entreprise, celui qui représente l'entreprise, et la réalisation, donc il y a toujours des divergences. Et l'intersection de ces 3 qualités donne naissance à une 4e qualité, ce qu'on appelle la qualité maîtrisée, ou bien la qualité réussie. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence, à votre avis? Qu'est-ce qui fait qu'il y a... Oui, là. La communication, très très bien, parfait. La communication. Mais après, donc, après l'utilisation de ces formalismes, ces concepts dont ils ont parlé, les professeurs avant moi, il n'y a plus lieu à ces problèmes de communication. Parce que les choses se font online. Et on partage les informations d'une manière intégrale. Et c'est ce qu'on souhaitait avant. On souhaitait que la qualité souhaitée par le client soit aussi la qualité programmée par l'entreprise et soit aussi la qualité réalisée et maîtrisée. Parce qu'on ne peut jamais parler de la qualité totale. Mais quand on utilise l'automatisation, le deep learning, machine learning, etc., on peut arriver à ça. Au moins se rapprocher à ça. Bah, regardez, je vais faire une petite expérience devant vous. Je vais marcher 3 pas. Si vous me demandez de refaire les 3 pas au millimètre près, est-ce que je serai capable? D'ailleurs, personne ne le sera. Mais un robot, si. Vous le faites déplacer, vous voulez programmer sa trajectoire, il refera la même trajectoire. N'est-ce pas? Voilà l'intérêt d'appliquer donc la technologie, science, information, etc. Toujours dans les enjeux de la supply chain, donc d'abord la traçabilité, l'exploitation des données, complètement, données techniques, commerciales, nomenclature des produits, les états de stock, tout. L'agilité dans les approvisionnements,
il faut que l'approvisionnement soit vraiment agile. Une analyse de plus en plus fine des informations. L'amélioration des processus et donc l'automatisation des entrepôts et l'exactitude dans les livraisons. Parce qu'une rupture de stock signifie automatiquement l'arrêt de la production. Et l'arrêt de la production, c'est l'arrêt de l'entreprise. Et c'est grave, c'est même très grave. On a vécu des situations où l'entreprise, elle était en chômage technique parce qu'il n'y avait pas de matière première. Et donc, on payait tout le monde, depuis le directeur jusqu'à l'ouvrier, à rien faire. C'est une perte colossale pour l'entreprise. Et c'est pour cela, donc, qu'on a mis en place donc, les 4 piliers de la supply chain 4.0. Tout d'abord, le connecter. La technologie Internet of Things, l'IoT, donc, qui permet donc d'extraire des données très bas au niveau coût, de manière simple. La prédictive, qui se base sur le big data et aussi les machine learning. Le sécurisé, qui se base sur la technologie blockchain. On en a parlé à un collègue hier. Qui permet donc de sécuriser les données et les flux, notamment dans les écosystèmes. Vous savez, la sécurité, c'est une dimension incontournable dans les systèmes d'information. Et c'est pour cela qu'on doit faire les mains et les pieds, pour que ça soit vraiment sécurisé, fidélisé, fiable. Le professeur Bouhami nous a donné l'exemple tout à l'heure de la GMAO. Quand on a introduit au système des informations qui ne sont pas fiables, on obtient un résultat qui n'est pas fiable. C'est tout à fait normal. La machine, c'est quoi? C'est une bête. Elle ne fait que ce que vous lui demandez de faire. C'est tout. C'est vous l'acteur essentiel. La machine, c'est une bête. Vous appuyez, vous lui dites faites ceci, faites ceci. Faites cela, il fait cela. Et c'est pour cela qu'on doit passer par une acquisition d'informations et ensuite l'affinement de l'information. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans la théorie de la logique floue, au niveau de l'inférence floue. On s'appuie sur l'expertise de terrain, des experts. Et après, donc, l'automatisation. Pour aller plus vite, l'automatisation et la flexibilisation des entrepôts de stockage. Les défis de la supply chain 4.0. C'est d'abord l'intégration de nouvelles technologies, ensuite l'amplification des menaces et des contraintes géopolitiques des fois. On peut aller au-delà, même géopolitique. La transformation verte des supply chains. Alors, je voudrais m'attarder un petit peu sur ce point parce que c'est un point très très important. La transformation verte, ou bien l'industrie verte, c'est l'industrie qui respecte l'environnement. C'est vrai. Il y a une nouvelle industrie qui commence à se mettre en place. Il y a l'industrie primaire qu'on connaît, c'est-à-dire prendre la matière première, la transformer, l'utiliser, et en fin de vie, on la jette. Puis maintenant, on prend ce produit qui est arrivé en fin de vie et on essaie de le recycler. C'est ce qu'on appelle l'industrie secondaire. L'industrie primaire, tout le monde la connaît. Mais c'est là qu'il commence à se mettre en place, c'est ce qu'on appelle l'industrie secondaire, c'est le recyclage. On ne jette pas le produit quand on termine de l'utiliser, mais on essaie de le recycler pour récupérer soit des fonctionnalités, soit des organes, soit de la matière première, ou à la limite, l'énergie par incinération.
Mais le problème ici, c'est quoi? Volvo et Renault, ils avaient conçu dans le temps une usine entièrement automatique pour le recyclage des voitures. Ils ont rencontré beaucoup de problèmes. Parmi les problèmes de désassemblage. Quand ils veulent désassembler d'une manière robotisée et automatisée, ils étaient obligés de casser certaines liaisons pour accéder à d'autres. Pourquoi? Tout simplement parce que les produits qu'on est en train, ou qu'on veut recycler maintenant, c'est des produits qui ont été conçus il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et pendant la conception, on n'avait pas pensé à ce que ces produits-là, et ils vont être recyclés d'ici 20 ans, 30 ans. Et c'est grâce à ça que maintenant les laboratoires de recherche, ils commencent à s'intéresser à cette industrie secondaire. C'est-à-dire, pendant la conception, on intègre les contraintes de recyclage pour que le produit soit facilement recyclable d'ici 20 ans ou 30 ans. Ou alors, c'est-à-dire pour que le produit soit facilement recyclable d'ici 30 ans, 20 ans, comment est-ce qu'il faut le concevoir maintenant? Et ça, c'est parmi les idées des professeurs Bouhami. À chaque fois qu'on s'assoit avec lui, on apprend beaucoup de choses. Alors, digitalisation, donc c'est une gestion, c'est une vision future de l'approvisionnement. C'est vrai, il y a des entreprises qui ont déjà commencé, mais ce n'est pas assez. En initiant une fabrication à la demande, en flux tendu. C'est ça l'objectif. Ça veut dire quoi en flux tendu? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des pièces qui attendent devant les machines qui sont occupées, et non plus, il ne faut pas qu'il y ait des machines qui attendent parce que l'autre machine n'a pas encore fini. Donc il faut avoir une vision globale de l'approvisionnement, de la production, de la distribution. Travailler en flux tendu. Et pour être compétent face à ces enjeux-là, il est essentiel d'investir dans des logiciels qui totalisent les opérations, comme la localisation des produits dans les entrepôts, l'expédition, les commandes, etc. Vous savez, maintenant, ça existe quelque part. Un exemple simple. Quand vous allez chez McDonald's maintenant, à l'entrée, vous avez une pupitre où vous pouvez commander ce que vous voulez. Vous payez même et vous allez vous asseoir. Le restaurant, vous voulez partir un soir au restaurant. Avant même de quitter votre maison, vous pouvez faire votre commande digitalement. Et on vous dit, voilà, à quelle heure vous allez arriver. À l'heure où vous arrivez, vous trouvez tout ce qu'il faut. En France, ça existe déjà, au niveau, par exemple, des grandes surfaces. Vous êtes au bureau, en train de travailler, et à 20h, vous devez passer faire les courses. Eh bien, ces courses-là, vous pouvez les faire préalablement. D'une manière digitale, vous cliquez sur ce que vous voulez, il vous donne les catégories de produits que vous voulez, les prix, vous choisissez ce que vous voulez, vous remplissez votre panier, vous payez, et si vous n'avez même pas envie d'aller au supermarché pour récupérer la marchandise, elle sera déjà déposée chez vous. C'est primordial, c'est magnifique. L'automatisation aussi, au niveau des stockages, au niveau de l'approvisionnement, et aussi dans le contrôle de stockage. Les solutions les plus efficaces pour faciliter les déplacements des produits étant des convoyeurs à palettes, puisqu'ils sont polyvalents pour permettre une multitude de circuits. Aussi, les AGV, j'avais parlé tout à l'heure de ça, Auto-Guided Vehicle, ou les véhicules autoguidés.
ou bien les robots. Et ce genre de choses, ça existe déjà. On a fait une visite en 2010 à peu près, avec les étudiants de l'ENIM, à Super Serra, qui se trouve à Knitra. Et on a vu assister, je vais vous faire voir un petit film, et on a vu donc ces robots-là. Voilà, on peut faire ça et faire le commentaire par la suite. They are fast, they are strong, and the color of Organ Crush. These machines were created by Kiva Systems, a Boston area startup that wants to reinvent the warehouse business using robots. Lots of robots. Kiva's idea is simple. By making inventory items move instead of the workers, they can fulfill orders faster. In Woburn, Massachusetts, Kiva set up a warehouse to demonstrate the system. Once I submit that order in, it understands that I'm ready to fulfill that order. So it prints out a label for that order. I build a box that I want to put that order into, and asks me where I want to place that order onto my shelf. I'm going to say right here. Now that I've placed that order on here, and I can place up to 6 orders at a time, the system is going to go out, find that inventory. You can see it's already starting to bring that inventory over to me, so that I don't have to go and find that inventory. It goes in, and the inventory comes to life and starts coming directly to me. So the user doesn't have to walk around, the user doesn't have to go find the orders, and it actually increases the accuracy of the orders because it's bringing me the direct inventory necessary. A central computer keeps track of the location of each robot and piece of inventory at all times. The computer works both as a dispatcher and a traffic controller, routing the robots to their destination while preventing collisions on the floor. A Kiva warehouse can also self-organize. The central computer tracks high and low selling products and stores them accordingly, keeping popular items near the packing station and moving less popular inventory to the back of the warehouse or mezzanines. There's a laser beam above me that's pointing directly to the bin, so I know exactly what I have to be able to go and pick. Once I pick the order and scan the barcode to validate that I have the right thing, it flashes the light and tells me which order I have to go fulfill that into. Drop that in there, and I turn around and I have another piece of inventory ready for me to fulfill. The robots navigate the warehouse by pointing cameras on the floor to read barcode stickers. They also constantly share sensor information so that over time they adapt to warehouse nuances, like small dips on the floor or misaligned stickers. It's the wisdom of the crowd, a crowd of robots. The lifting mechanism is a custom-built ball screw powered by a single DC motor. To keep the rack motionless, the robot rotates its wheels in the opposite direction at the exact speed of the screw. Once I'm done with the order, the system will tell me that the order is completed. It will highlight this in red. It'll tell me to go push it back on the conveyor. And if there's another set of orders, it would have me fill in all my racks, so I could actually probably be working on 5 to 6 orders simultaneously. Kiva's customers include online shoe store Zappos, drugstore chain Walgreens, and the off-supply giant Staples, which has just equipped an entire warehouse. Sauter certaines choses pour laisser donc le temps à mes collègues pour leur faire leur présentation. Et je vais passer directement donc un petit peu donc le connecté, le prédictif, tout ce qui se passe au niveau d'un réseau. Et là, je vais parler des petites parties recherche. Et là, on a choisi un réseau de Belfort-Montbéliard qui se trouve à côté de la frontière suisse. Et dans le cadre d'une thèse, on a fait donc un petit modèle. Donc on a pris le réseau de Montbéliard pour faire la régulation de la logistique avec les engins de logistique, c'est-à-dire du pays, du coin. Alors quand il y a des incidents, par exemple, qui arrivent dans le réseau, ces incidents sont transmis donc à un système d'exploitation. Le système d'exploitation en s'appuyant sur des critères de décision. Je vais expliquer un petit peu comment on élabore les critères et les règles de décision. Donc, il permet de donner des décisions au système d'aide à la décision.
Et le régulateur, il peut être un bonhomme, il peut être une machine. Hein. Et par la suite, il transmet l'information. Pardon. Il transmet l'information au réseau, c'est-à-dire les acteurs du réseau. Et donc le réseau se trouve régulé d'une manière très adéquate, même avec les nœuds de correspondance. Donc on avait cherché à utiliser la théorie la plus adéquate au niveau de l'intelligence artificielle. On a commencé par réseau de neurones, ensuite l'algorithme génétique, donc réseau de neurones pour les étudiants. Donc je vous explique un petit peu réseau de neurones. L'objectif, c'est l'apprentissage, apprendre donc le système à faire des choses. L'algorithme génétique, c'est l'optimisation, c'est pour viser l'optimisation. Et aussi donc la logique flow, c'est quand il y a des informations incertaines dans le réseau et que vous voulez les modéliser. Et donc la théorie de la logique flow, c'est la meilleure méthode pour modéliser ces informations d'une manière efficace. Alors, au départ, donc, le modèle commence par l'acquisition de connaissances, c'est-à-dire de réseau, et il essaie de prendre des critères de décision. Et il va essayer de modéliser à travers la fusification, c'est-à-dire les modéliser à travers des fonctions d'appartenance. Ensuite, l'inférence flow, c'est un moteur d'inférence qui permet donc d'associer des décisions à des circonstances, en s'appuyant bien sûr sur des règles de décision. Donc, les critères de décision, ils peuvent être le nombre de clients, la machine, etc. Et les ensembles flow, ou bien les fonctions d'importance, ils peuvent être trapézoïdales, triangulaires, gaussiennes. Ça dépend donc de la nature de l'information qu'on manipule. L'inférence flow, donc, grâce à des règles, si conditions ou si circonstances, alors action, on essaye de contacter des experts pour extraire la connaissance. C'est comme si vous dites, par exemple, à des médecins, voilà, on a ces symptômes-là, il s'agit de quelle maladie et quel est le remède. Ou alors, si vous contactez, par exemple, des juges, et vous leur dites, voilà, quand il y a des affaires comme ça, quel est le jugement que vous allez faire? D'accord? C'est exactement la même chose. Et on a essayé d'emmagasiner donc ces décisions-là à travers dans une base de données utilisée par l'inférence flow. Et l'inférence flow, quand il prend la décision, il la passe à la diffusification pour donner une valeur numérique. Au départ, c'était numérique à linguistique, et maintenant, c'est le contraire, c'est linguistique à numérique. Et quand il y a des propositions de stratégie de régulation, ils sont validés par ces experts eux-mêmes. S'ils sont validés, donc ils deviennent des stratégies opérationnelles et vont être appliquées sur le réseau. Sinon, il y a une régulation qui se met en place pour affiner, comme il a dit c'est Wahami, pour affiner l'information qu'on va donner au système. Donc le processus de diffusification, il se compose donc trois parties. La fusification, donc il reçoit tout d'abord l'information sous forme d'intervalles, faible, moyen, important. Ensuite, cette information est modélisée à travers des fonctions d'appartenance, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être trapézoïdales, gaussiennes, triangulaires, etc. Et après, la partie la plus importante, c'est l'inférence flow. C'est là où on extrait la connaissance des experts. Comme j'ai dit tout à l'heure, on prend une centaine de médecins, on leur donne des symptômes et on leur dit de quelle maladie il s'agit et quelle est la pathologie. Et après, quand on prend ces décisions à travers donc, des règles, si circonstances, alors décision, si conditions, alors action, à la sortie, donc on a une sortie numérique, une valeur, et qu'on la passe au régulateur pour réguler le réseau. Et on a fait donc une petite application informatique. C'était à la CTPM, c'est la compagnie de transport des Pays de Montbéliard, c'était à côté de la frontière suisse. Et à n'importe quel moment, online,
on peut avoir la décision qu'il faut prendre, qui est transmise au régulateur du réseau. On leur donne le détail, hein, la rue telle, à quelle vitesse il faut circuler, est-ce qu'il faut s'arrêter, est-ce qu'il faut continuer, etc. Et on peut zoomer, par exemple, des situations vraiment qui causent vraiment des problèmes. Et on essaie donc, c'est le système, hein, donc il n'y a pas d'intervention humaine, c'est le système, parce que le système il est doté de la base de connaissances qui est déjà faite par les experts du domaine. Et donc, on peut aller au détail près, dans chaque rue, on donne des stratégies de régulation aux acteurs des réseaux logistiques. Ça y est, vous voulez que je m'arrête? Je m'arrête. La conclusion, c'est où est-ce qu'on veut aller. C'est le dernier, 1 minute. Et je m'excuse d'avoir pris plus de temps pour les collègues. La tendance, ce qu'on veut réaliser prochainement, c'est d'avoir des usines comme ça, virtuelles, aucune intervention humaine. Tout se fait par machine. Voilà, donc ma présentation touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de votre attention et je suis à vous pour les questions. Des questions? Oui, professeur. Tout d'abord, merci beaucoup, professeur Sandri. C'était très très intéressant et je vous félicite pour la qualité du discours. Donc, ma question directe, c'est que par exemple, on dit tout peut en fait relever le défi de l'augmentation des prix, matières premières, etc., et minimisation des stocks. Merci. C'est l'objectif, c'est des systèmes. Donc il n'y a pas de contamination. Et en plus, l'objectif, comme j'avais expliqué tout à l'heure, tout se fait par système. Donc le système, il n'a pas besoin de beaucoup de choses dont il a besoin l'être humain. Et donc, on tend vers une utilisation optimale, une utilisation totale. Pardon. Si vous permettez, comment il peut contribuer pour minimiser les prix de la matière première qui augmentent? J'avais parlé tout à l'heure du recyclage. Vous savez, le recyclage, ça permet d'être même indépendant, c'est-à-dire des pays qui possèdent la matière première. Voilà. Merci de votre question très intéressante.